Salut tout le monde et bienvenue dans Double Team, nouvel épisode aujourd'hui. On va prendre le temps de revenir sur la carrière d'un joueur et pour cet épisode, Erwan est de retour. Comment ça va ? Écoute, ça va, ça me manquait presque un peu. J'ai vu passer tous nos copains faire des double teams. Alors c'est déjà mon troisième, mais j'aime bien le concept. Je me disais quand est-ce qu'il va me relancer un peu le temps. Ouais, on a fait KD ensemble, si vous l'avez toujours pas vu, allez le voir. On a fait Ron Artest et là on va faire un nouveau personnage aujourd'hui avec J.R. Smith. C'est toi qui m'as proposé J.R. Smith. Ouais, tu l'aimes bien ce joueur ? C'est un joueur que j'aime bien parce que sa carrière de bout en bout, il y a mille choses à dire. C'est un joueur qui a été parfois incompris, un joueur qui a été aussi sous-estimé, je trouve, un joueur aussi qui a parfois donné le bâton pour se faire battre, mais ça reste surtout un talentueux extrême. Donc il est né avec où les dieux du basket sont un peu penchés sur son berceau, on va y revenir. Donc ouais, c'est un personnage ultra attachant et j'aime bien même son après-carrière. Donc pour ça, et je me suis dit qu'un double team pour lui redonner un peu de relief et de profondeur, ça méritait. C'est vrai, t'as raison, et c'est pour ça qu'on va dire pas mal de choses sur lui. C'est quoi la première image qui te revient ? Ma première image, c'est un dunker incroyable. Ma première image, quand il est rookie, qu'il est drafté du côté des Hornets, on le voit sur des highlights. Alors, il y a bien sûr l'adresse, le dribble, mais c'est un dunker monumental, vraiment. Ouais. Et c'est les premières images et les premiers souvenirs que j'ai de J.R. Smith, c'est ça, c'est des dunks en match assez incroyables. Moi, c'est célébration au NSI. Ici avec le masque de surf là, de snowboard, il m'avait régalé dans les vestiaires. Mais tu peux aussi rajouter les célébrations en match. Ouais. Quand il fait rouler son bras comme ça après des 3 points. Il a des célébrations iconiques. Oui, il a des célébrations complètement iconiques. On va revenir en tout cas sur ses 16 années dans la ligue. On peut lancer le double team sur J.R. Smith. J.R. Smith, donc de son vrai nom, Earl Joseph Smith III, né le 9 septembre 1985 dans le New Jersey. Et il a un point en commun avec moi puisqu'il est issu d'une famille de 6 enfants. Ah ouais, voilà, famille nombreuse. Famille nombreuse. Bon, la différence c'est que... Il s'aimait ou pas Il y a vraiment des points communs avec toi. Deuxième point commun. La grosse différence c'est que son père était millionnaire. Parce qu'il avait fondé une entreprise de maçonnerie qui avait bien marché. Et du coup, il avait une bête de maison avec plein de petits paniers de basket chez lui. Du coup, c'est comme ça qu'il est tombé dans le basket. Et son daron l'emmenait beaucoup jouer. Et il disait que c'était grâce à lui qu'il avait un jump shot aussi fiable. Ah ouais, incroyable. Là, tu me l'apprends, tu vois. Ben voilà, c'est double team, c'est pour ça qu'on fait ça. Et il raconte que grandir dans le New Jersey, même si financièrement t'es bien, à cette époque, c'est quand même un état qui est très blanc. Et du coup, lui, il dit que c'est compliqué de se trouver une place là-bas. Et c'est pour ça qu'aussi, il va se créer un personnage et quelqu'un de dur. Alors même s'il a plein de paniers de basket chez lui, en fait, devenir basketteur pro, ça va pas du tout être une vocation directement. Il va faire 2 lycées où il va à peine jouer. Et c'est au 3e lycée, parce que c'était pas non plus un très scolaire, J.R. Smith. Donc là, dans ce que tu me décris, on voit un petit bourgeois, en fait. Hein, ouais, un petit bourgeois. Qui veut pas bosser à l'école. Non, et c'est le 3e lycée où il va s'y mettre. Et c'est déjà un bel athlète. Et ça, on peut s'arrêter vite fait sur J.R. Smith. C'est que c'est un athlète d'exception de base. Non mais honnêtement, c'est un des plus grands dunkers de l'histoire. Ouais. Et alors, on va élargir évidemment la fourchette quand je dis ça. Il fait partie certainement du top 15, top 20 des dunks les plus iconiques de la ligue. C'est un des meilleurs dunkers pour moi de l'histoire. Il a son alley-oop pump avec les Knicks, son dunk sur Gary Neal avec les Spurs où il dunk à un pied, 2 mains. Enfin, c'est un mec qui était très vite de pied, très haut et vite de bras aussi pour faire des figures. Il a fait des concours de dunk qu'il n'a pas gagné. Mais honnêtement, c'est un des dunkers qui faisait lever les salles. Ouais, c'est un bel athlète et comme beaucoup de joueurs NBA, il hésite entre le football américain et le basket. Finalement, il est doué. C'est que tous les mecs qui se retrouvent à la fac ou au lycée à choisir entre le basket ou la NFL, enfin le foot américain, c'est des mecs naturellement doués. Charlie Ward l'avait fait à la fac, il avait choisi la NBA, il avait joué aux Knicks. Julius Pepper était à North Carolina, il avait choisi la NFL, mais il aurait pu aussi aller en NBA. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Ouais. Au lycée, il va se démarquer, il participe au fameux McDonald's All-American Game en 2004 qui réunit les meilleurs lycéens américains et il est meilleur scoreur du match avec 25 points et il est aussi élu co-MVP du match avec un certain Dwight Howard à l'époque et les deux ont d'ailleurs un point commun. Ils iront pas à la fac. Ils iront pas à la fac. Est-ce que le fait de pas aller à la fac, on l'a vu beaucoup à cette période-là, mais quand t'es un arrière, est-ce que c'est pas encore plus impressionnant qu'un big man qui est déjà prêt pour la ligue ? Si, t'as raison, parce que les exigences quand t'es sur des postes comme ceux-là, elles sont beaucoup plus élevées quand t'arrives en NBA. Mine de rien, quand t'es grand comme Dwight Howard, et on va rien enlever à son talent, bah déjà, ne serait-ce que par de la course, du rebond, gêner en défense, tu peux aider ton équipe. Quand t'es un arrière,
En plus, où J.R. Smith a besoin d'avoir la balle. Ouais. D'ailleurs, ça va être compliqué, hein, sa première saison rookie. Eh ben, évidemment, tu dois maîtriser plein de choses techniques, mais aussi sur le QI basket. Et c'est là, en fait, où quelque part, il va, dès son entrée en NBA, se créer cette réputation d'un mec doué, mais pas forcément très basket, parce que quelque part, il sera pas prêt à jouer en équipe encore. Et ce qui est ouf, c'est qu'après ce match à All-American, il y a North Carolina qui est là avec des scouts et qui disent on aimerait bien que tu viennes, il donne un accord vocal et finalement il se présentera à la draft et la saison suivante c'est North Carolina qui gagne le titre NCAA. Tu te souviens du MOP? Il est passé par Levallois. Ah oui, Sean May qui est MOP du Final Four. Ah, c'est avec Jawad Williams, tout ça. Ouais. J.R. Smith refuse parce que du coup, son père, qui était millionnaire, là c'est un peu plus la galère et il va dire que pour avoir de l'argent rapidement, il va directement aller en NBA et c'est ce qu'il va faire. Aujourd'hui, on peut plus le faire, mais à l'époque, entre 95 et 2005, on compte une quarantaine de joueurs qui sont draftés, sont passés par la fac. Il y en a beaucoup qui sont perdus. Les Kobe, les Garnett, pour ceux qui ont réussi. C'est pas eux qui sont perdus. Donc voilà. Il va se présenter donc à la draft 2004 et il va être appelé. J.R. Smith, il va devoir attendre quelques noms avant d'être appelé. Tiens, je vais tester un peu. Je prends la draft de 2004, je te donne les joueurs et tu me donnes leur fac. Allez. Voilà, c'est quand même ton jeu. Jusqu'à J.R. Smith, je vais aller. Pour ceux qui ont une fac, il y en a la plupart qui sont partis au lycée. Donc Dwight Howard, on ne peut pas le dire. Et Emeka Okafor. Connecticut. Ouais, Ben Gordon, je l'ai. Ben Gordon, enfin Connecticut. Ouais, les deux étaient Connecticut. Sean Livingston ne passe pas pour le coup par la fac. High school direct. Devin Harris, Wisconsin. Bien. Josh Childress, il était où? À Georgia? Non, il était avec les frères Lopez. Dans les frères Lopez, donc à Stanford. Voilà. Luol Deng, Duke. Raphaël Arrojo. Ouais, je l'ai pas. BYU. Bon, écoute, un petit Kelfak toujours. Ouais, il va être appelé en 18e position par les Hornets qui sont en recherche d'un poste 2-3 shooter. On le met sur sa saison rookie dans le backcourt aux côtés de Dan Dico. Il va jouer 24 minutes de moyenne sur sa saison rookie. Dans le 5, 56 fois, il va tourner à 10 points de moyenne. Il va être 3 fois rookie du mois dans la Conf Ouest consécutivement et il va finir top 5 au vote du rookie de l'année. T'as des souvenirs, toi, un peu de le voir débarquer dans la ligue, ce mec? Ouais, j'ai des souvenirs parce qu'il y avait eu un reportage notamment et un inside sur lui parce qu'il attirait forcément les regards. Il jouait pas mal, il arrive dans cette équipe dans laquelle il a déjà un rôle, il marque des points. On voit que quand il a la balle dans les mains, en fait, peu importe le défenseur qui est en face, il est tout jeune, il a à peine 18 ans, il peut marquer sur n'importe qui au monde. Ouais. Ça, c'est ce qui déjà ressort. Ensuite, il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est pas terrible. C'est un minable défenseur à l'époque. Enfin, en tout cas, il a pas envie de défendre. Ouais. Et je me souviens de ce reportage sur lui où on le voit à l'échauffement. Il court pas, tu sais, il traîne les pieds en faisant les allers-retours sur le terrain. Il arrive souvent en retard. Enfin, il a tout du petit branleur un petit peu. Mais par contre, on lui passe pas mal de choses parce qu'il a un talent déjà supérieur. Et c'est vrai que quand il est rookie, il joue déjà beaucoup sur de l'ISO, sur de la création. Et mon gars, il sort de high school et c'est un top score. Enfin, c'est un mec qui, sur du 1 contre 1, il a peur de personne. Ouais, il porte le bandeau à l'époque, le numéro 23. Il participe au concours de dunk, tu l'as dit, qui est gagné par Josh Smith à l'époque à Denver. Mais il y a un truc qu'il va dire des années plus tard où il a du mal à avaler, c'est qu'il passe de superstar à son lycée à finalement joueur de rôle dans une équipe NBA. C'est arrivé à beaucoup de joueurs, mais il y en a quand même qui ont du mal à dealer avec ça. Mais oui, parce que je pense que de toute façon, quand tu passes au-dessus de la fac et que tu vas direct en NBA, c'est forcément qu'en high school, tu devais surdominer. Donc, et si tu surdomines en high school, il y a tout qui va avec. La considération, ton coach te file carte blanche. Donc, tu es une superstar en high school déjà. Il n'y a pas l'argent et le lifestyle qui va avec, mais dans la considération basket, tu es considéré comme une superstar. Tu arrives en NBA. Mais les mecs se disent, attends, j'ai même pas besoin de la fac, je vais direct en NBA. Je suis une superstar. Le problème, c'est que là, c'est un autre monde. Ouais. Et que quelque part, toutes les exigences du haut niveau, du professionnel, lui, tout ça, il le sait pas et il va l'apprendre. Il va mettre du temps à l'apprendre. Donc forcément, pour ces mecs-là, il y a quelque part, même dans la hiérarchie basket, t'as moins de ballons, t'as moins de temps de jeu, t'as moins de responsabilités. Et c'est pas simple pour ces jeunes-là. Ouais, il dit, je me voyais arriver comme un LeBron, un Kobe, un mec autour duquel tu construis, mais je me suis vite rendu compte que non. En tout cas, ce qu'on peut dire,
dire aussi, c'est que la première saison de LeBron et la première saison de Kobe en NBA, c'est pas du tout les mêmes. Elles sont bien différentes. Il y a LeBron qui prend directement le lead d'une équipe, ce qui est extraordinaire. Kobe, il va quand même mettre une saison rookie très compliquée. Il va mettre 3 ans à devenir le joueur qu'on va connaître. Ouais. Il joue sa saison rookie donc aux côtés de Baron Davis. Après, il sera sophomore avec Chris Paul qui lui est rookie. Et cette saison sophomore, elle va être compliquée. Déjà parce que la franchise elle est en crise. C'est pour ça qu'elle déménagera quelques années plus tard financièrement. Aussi à cause de l'ouragan. À l'époque, l'ouragan Katrina les met dans la panade. Donc ils jouent à Oklahoma City leur match à domicile. Et lui, peu à peu, il va sortir de la rotation parce que Byron Scott lui reproche de pas assez bosser, de faire des mauvais choix. Et leur relation va être assez tendue. Il y a un match où il va dire à un assistant, j'ai hâte qu'il se fasse virer. Et là, on arrive quand même dans un choc de culture. Ouais. Byron Scott, qui est le soldat ultime des Lakers, autour de Magic Johnson, ancien joueur. On se souvient du style de jeu quand il était avec les Nets, qu'il avait emmené en finale avec Jason Kidd. Et là, mon gars, il arrive sur un gars qui est un peu militaire dans sa manière de coacher, qui lui a toujours fait tous les minima défensifs autour de Magic Johnson. Et là, il va arriver un gamin plein de talent, mais qui veut pas défendre, qui a pas du tout la discipline d'un sportif de haut niveau. Donc forcément, ça peut pas marcher entre les deux. Il va perdre de toute façon peu à peu sa place dans la rotation. Il va jouer 18 minutes en moyenne et baisser dans toutes ses stats par rapport à sa saison rookie. Et le mec qui va se faire virer, c'est lui. Le 14 juillet 2006, il est d'abord impliqué dans un premier trade à Chicago contre Tyson Chandler, puis échangé à nouveau pour atterrir dans le Colorado à Denver. Il débarque chez les Nuggets sous les ordres de George Karl, coach Hall of Famer. Coach mythique, notamment avec les Seattle Supersonics, qu'il avait amené en finale en 96. Et puis c'est vrai qu'il va amener aussi ses Nuggets en finale de conf. Ouais, en fait, il est très réputé dans la ligue, mais on dit qu'il est un peu vieux jeu. Et quand il voit arriver le très fantasque, J.R. Smith, le courant, en fait, il passe pas du tout. Il y a eu un podcast là, qu'il a fait avec Carmelo Anthony il y a pas si longtemps là, et qui à l'époque lui est drafté à Denver en 2003, la même année que LeBron. George Karl se fait détruire dans beaucoup de podcasts sur la personne qu'il était. Il s'est fait aussi détruire par Matt Barnes et Stephen Jackson sur le fait qu'il avait fait jouer son fils Kobe Karl, on se souvient en NBA, donc du piston et puis des idées sociales un petit peu d'un autre temps. Donc George Karl se fait démolir de plus en plus dans les podcasts. Ouais, J.R. Smith s'y rajoute en plus qu'il préférait dire à quel point il détestait les Rookies et George Gervin parce qu'ils ont joué ensemble et ça s'est mal passé. Donc J.R. Smith, il débarque dans ce contexte-là, mais il va quand même jouer 23 minutes en moyenne. Tu te souviens un peu de cette période Denver? Elle était kiffante cette équipe de Denver avec Melo, avec J.R. Smith. Ouais, c'était bien. Alors, je pense qu'avec Melo, il trouve quelque part un mec qui est un petit peu dans son mood, dans son flow. Tu vois, des ultra talentueux scoreurs. Alors évidemment, le boss de l'équipe, c'est Carmelo Anthony, mais je pense qu'il trouve peut-être, certainement, j'imagine un peu un grand frère avec Melo, même s'ils n'ont pas un énorme écart d'âge, ils ont à peine un an. Mais j'ai l'impression que le contexte Denver va lui convenir un petit peu mieux, même si avec George Karl c'est compliqué. Et puis on va le voir dans ses stats. C'est un gars, peu importe les contextes, il continue toujours à mettre 10, 12, 13 points par match. Et c'est à Denver on va commencer à comprendre que ça peut être un très bon 6e homme. Et il joue en Jordan 11, me rajoute Thomas sur mes fiches. Et il met donc ce dunk mémorable sur Gary Neal contre les Spurs. Ouais, sur une transition un peu facile des Spurs défensivement, il s'oublie un peu. Et c'est vrai qu'il met ce cross rapide et là il va inscrire ce dunk à un pied de main. Exceptionnel. Il va avoir un premier point noir, c'est un match au Garden. Je sais pas si tu te souviens, il va se battre contre Nate Robinson et il va être suspendu 10 matchs. Il n'est pas tout seul à se battre, c'est une bagarre un peu générale et comme un soldat, parce que alors dans le bon et dans le mauvais sens du terme, mais comme un soldat, il va suivre ses coéquipiers. Ouais. Là-dessus, Melo, il est loin d'être irréprochable. Je crois qu'il y a Aaron Aflalo qui est impliqué dans cette bagarre-là, et donc les Knicks à l'époque aussi. Donc ça se tape au Garden. Voilà, donc on aura d'autres images de lui au Garden, tant mieux plus tard, plus positives. Et il va avoir une grosse adresse. Il va commencer à développer un shoot à 3 points. Sauf que pour les playoffs 2007, pour sa première série de sa carrière face aux Spurs, il plante pas un seul 3 points sur les 4 premiers matchs, ce qui reste quand même sa qualité première. Et il y a notamment 2 choix de shoot à la fin du Game 4 qui rendent fou le coach. Et George Karl, il dirait en conférence de presse qu'il ne jouera pas pour le match 5. Et il dit, il est foutu, je n'ai aucune idée d'où sortaient ses shoots. Et puis alors celui à 8 secondes de la fin de 15 mètres, j'adore voir la dignité du jeu insultée comme ça devant mes yeux. Bon alors après voilà, on parlait de George Karl et on va finir après là-dessus. Voilà, c'est jeter sous le bus ces joueurs et en plus les jeunes joueurs. Donc pas bravo évidemment
à George Karl. Maintenant, c'est l'apprentissage. On rappelle, les ultra talentueux qui arrivent peut-être de manière très précoce, trop précoce à NBA, ils doivent apprendre. Et c'est George Karl, c'est pas quand Kobe il prend 2 airballs face au Jazz en playoff, personne dans la conférence de presse dit c'est la dernière fois qu'il fait ça, il a insulté le jeu. Non, c'est de l'apprentissage. Alors oui, ça fait mal. Oui, c'était des très mauvais choix. Ce tir à 15 mètres, il a aucun sens. Mais c'est aussi le tir d'un mec qui ne s'échappe pas, qui ne se cache pas. Et ça, on le verra par la suite. Du coup, après la série, il est un peu dans le dur. Il part en vacances en 2007. Il a rendez-vous à Millstone pour une réunion des anciens élèves du lycée. Il est avec son meilleur ami. Ils sont en retard. Donc J.R. Smith roule vite, très vite, puisqu'il est à 110 sur une route à 50. Sauf que ce jour-là, il va griller un stop à une intersection et leur voiture va s'encastrer dans la voiture de quelqu'un d'autre. Aucun des deux n'est attaché. Lui va s'en sortir indemne et son pote va partir dans le coma et mourir. Et ça, c'est quand même le choc de sa carrière. Et en 2007, il est tout jeune. Il a 22 ans. C'est un drame, un drame d'une vie. C'est des drames qui arrivent malheureusement trop souvent et on n'a pas besoin d'être un joueur NBA pour vivre ce genre de drame-là. Donc il s'est très peu exprimé, je crois, là-dessus. Il a mis du temps. Après, ça, c'est des vies, c'est des choses qui certainement te mettent du plomb dans la tête, mais à quel prix ? À quel prix ? Des gamins qui font des conneries en voiture. Malheureusement, ça arrive trop souvent. Et comme je disais, vu que son casier était déjà rempli, il va faire de la prison. Au final, il restera 24 jours derrière les barreaux avant finalement quand même de réintégrer l'équipe des Nuggets. Ce qui est assez fou, c'est que ton intersaison, tu perds ton meilleur ami, André Bell il s'appelait, et tu retournes jouer avec ton équipe. Ce qui est terrible, mais ce qui est une réalité froide, c'est que la vie continue. Ouais. J.R. Smith disait encore récemment qu'il arrivait à vivre grâce au pardon des autres, mais lui n'arrivait pas à se pardonner. Il va tout de même reprendre donc cette carrière NBA. Il s'impose comme l'un des meilleurs 6e hommes de la ligue. En 2008-2009, il termine 2e des votes derrière Jet Terry et il tourne à 15 points de moyenne, 40% au shoot à 3 points. On va notamment le voir planter 45 points contre Sacramento. C'est un mec qui peut prendre feu quand même, J.R. Smith. Ah bah oui, c'est une torche vivante. Ouais. Voilà, on sait que dans les bons soirs, c'est lui qui va scorer, c'est lui qui va prendre le lead. Il va même, même par rapport à des go-to guys, quand il savait que J.R. Smith était chaud, c'est lui qu'on allait chercher. Et il commence à se créer un petit peu ce profil de joueur-là en sortie de banc, une espèce de mec comme ça qui peut prendre des grands coups de chaud. Et quand tu fous comme ça, dans une autre époque, où le pace était un peu différent, mettre des 45 points en sortie de banc, ça classe un petit peu le personnage et on comprend le joueur qu'il va devenir. Ils vont en finale de conf face aux Lakers, ils perdent. Tu te souviens de la série ou pas face aux Lakers ? C'est très serré, très physique. Très physique, une série très physique. Au final, il restera 5 ans à Denver. C'est la franchise à laquelle tu l'associes ou pas ? Non, mais par contre, je pense que c'est la franchise qui va le structurer pour la suite. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Son passage à Denver, c'est pas, je vais plus l'associer aux 2 prochaines équipes qu'il va connaître. Mais Denver, je pense, va la structurer pour devenir un bon professionnel. Après 5 ans, il arrive donc en fin de contrat. On est en 2011. La NBA connaît le 2e lockout. Il part en Chine, lui, pour jouer, pour prendre du blé, jouer la saison. Il signe un contrat à 4 millions. Il va être absent à quasiment tous les entraînements. Il paraît qu'il rendait fou le coach. Et du coup, sur les 4 millions la saison, il y a 1 million qui partent en amende. Après, il est encore dans son âge, dans sa période de branleur. Ouais. De toute façon, sa période de branleur, elle va durer jusqu'à Cleveland. Ouais. Donc là, il arrive en Chine. Tu vas nous dire les stats, mais il tourne à quasiment plus de 36 points par match. Ah oui, ça l'empêche pas de faire des matchs à 60 points en sortie de banc. Il déchire. Donc je pense qu'en Chine, il n'y a pas un mec pour défendre sur lui. Donc évidemment, il est dans tous les excès d'une superstar qui est trop fort pour être là. Et le problème, c'est qu'il signe 1 an, mais tu sais, les joueurs qui étaient partis en France, on peut penser à Tony Parker, tout ça. Et en fait, tu revenais pour le début de la saison NBA, sauf que lui, s'était engagé sur plus longtemps. Donc il va simuler, c'est la version officieuse, simuler une blessure pour qu'on puisse le renvoyer aux États-Unis. Et c'est là donc qu'il rentre en NBA. Et du côté de New York. Tu te souviens, toi, le voir débarquer à New York en 2012 ? Tu te souviens de cette signature ? Ouais, je m'en souviens, j'étais content. Content de voir arriver du talent parce qu'en 2012, derrière Melo, on a vu passer des drôles de noms. Et c'est vrai que quand j'arrive là, je me dis que c'est un vrai talent et un mec qui peut enflammer le Garden. Et c'est ce qu'il va faire. Je reste persuadé que les fans des Knicks gardent forcément un bon souvenir de l'arrivée de J.R. Smith à Big Apple. Il va rapidement devenir le chouchou du Garden puisque dès la saison suivante, il devient 6e
6e homme de l'année. Ouais. Donc il le remporte enfin dans une saison à 54 victoires. Ouais, ça va un peu mieux pour les Knicks, ils mettent des choses en place, toujours encore une fois derrière Carmelo Anthony, notamment, qui retrouve. Et lui, il a vraiment ce rôle-là de 6e homme où quelque part il rentre, c'est toujours un piètre défenseur. C'est pas un piètre défenseur, j'aime pas dire ça, parce qu'après on va voir par la suite, ça va devenir un excellent défenseur. Mais c'est un mec qui a toujours pas envie de défendre, qui joue sur ses qualités intrinsèques qui sont monumentales. Donc on a en tête ses célébrations, ses dunks, il y a aussi tout l'extra sportif, il y a ses suspensions pour bagarre sur le parquet, il y en a des nouvelles, infraction à la politique anti-drogue puisqu'il est contrôlé positif à la marijuana, et il y a aussi 50 000 euros d'amende qui tombent parce qu'il s'amusait à défaire les lacets dollars, pardon. Il s'amusait à défaire les lacets des joueurs pendant les lancers francs. Je sais pas si tu as vu les images, mais on s'en souvient de ça. Bon, après, bon, écoute, c'est un peu cher pour un lacet défait. Ouais. Et puis il y a quand même toujours ce côté très instable qu'on retrouve sur les parquets et en dehors, puisqu'avant KD, c'est lui qui va avoir les premiers bad buzz sur les réseaux sociaux. Quand tu lui mets un compte Twitter dans les mains, il fait des dingueries. Il va, par exemple, utiliser la typographie d'un gang de Los Angeles pour tweeter, c'est-à-dire qu'il va remplacer le C par le K. Donc ça va être très mal vu à New York. Et il va s'embrouiller aussi avec Rihanna, avec qui il va avoir une courte idylle. Ça, c'est quand même un truc de ouf. Et le dernier truc, c'est en 2013, il veut rendre hommage aux victimes du 11 septembre et il écrit « Celebrate the death of the people in 9/11 ». Pas la meilleure façon de rendre hommage. Célébrons la mort. Il est maladroit, ce mec. Après, il est maladroit, il sait pas écrire. Pour le coup, il est pas allé à la fac. Et on a compris que c'était pas non plus un lycéen modèle pour suivre les cours. Donc, t'aimes bien dire qu'il y a des gars qui sont pas équipés pour ça, ouais. Ouais, mais la suite va nous faire du tort. Mais lui, il va vieillir. Ouais. Lui, il va vieillir, il va vraiment mûrir au sens propre du terme. C'est sûr, c'est qu'à cette époque de New York, quand t'es fan des Knicks, c'est cool d'aller à la salle, le voir. Il est spectaculaire, il fait kiffer, il a un côté un peu branleur et presque un peu, allez, j'allais dire révolutionnaire, non, mais un côté un peu anti-système, avec sa petite gueule, ce sourire, et puis ce talent toujours. Ça, on pardonne toujours beaucoup plus aux talentueux qu'aux besogneux. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'à New York, il a amené de la folie, mais il n'a pas amené de la stabilité. Et c'est ce qui va certainement lui coûter le fait qu'il va être trade. Mais en tout cas, à cette époque, New York, ils avaient peut-être besoin aussi d'avoir du talent et de la stabilité. Bon, lui, il a amené un truc, il n'en a pas amené une autre. Et la folie, on en parlait juste avant cette émission, c'est le match avril 2014 où il joue le Miami Heat des Heatles, avec Bosh, LeBron et Wade. Il va tenter 22-3 points, c'est le record NBA à l'époque. Depuis, il y a au moins 25 personnes qui l'ont fait, mais lui, c'était fou. T'as raison, ce record a explosé depuis parce qu'on est rentré dans une ère un petit peu après avec les Warriors qui ont commencé, puis même maintenant c'est complètement fou. Avec Harden qui... Voilà, exactement, mais à l'époque, shooter 22 fois à 3 points. Moi, je me souviens que je travaillais à Bean à l'époque. Tu sais, on était là. 10 fois dans le quatrième quart-temps. On se dit, le mec, il shoot 22 fois, 10 fois dans le quatrième quart-temps, alors que Melo en prend 0. Il fait 10, 22 à 3 points. Et pas loin du record. Mais c'était de la folie. Alors il bat un record ce jour-là. C'est un record de franchise avec 10 paniers à 3 points marqués, mais c'est là où des fois on se disait, mais en fait il touche pas terre. Et honnêtement, à l'époque, shooter 22 fois à 3 points, c'était presque un message de dire, je fais ce que je veux en fait. Et d'ailleurs, il faisait ce qu'il voulait. Il va rester jusqu'en 2015. C'est quoi toi l'image que tu gardes de son passage là au Knicks? Moi j'aime bien quand même des highlights assez incroyables. Moi son alley-oop là où il met le pompe, celui-là il est quand même exceptionnel. Des grandes crises d'adresse, un titre quand même individuel, le seul de sa carrière, de meilleur 6e homme de l'année. Ça c'est pas rien. Je me souviens de ce game winner qu'il met du côté des Bobcats à l'époque, c'était encore ça. Donc ça reste un bon passage dans une franchise qui n'était pas non plus structurée. Il se passe pas grand chose en playoff. Voilà, le meilleur va arriver parce que c'est quand même un garçon qui a besoin que ça soit bien équilibré autour de lui. Ouais, le plus beau chapitre de sa carrière, il va arriver juste après puisqu'il va arriver du côté de Cleveland. Alors LeBron James revient à Cleveland pour la saison 2014-2015 et en janvier, lors de la trade deadline, il y a le nom de J.R. Smith qui arrive sur la table. J.R. Smith, ils sont amis avec LeBron depuis qu'ils se connaissent un peu du lycée. Lors d'un camp réunissant les meilleurs lycéens du pays à l'époque, ils se sont retrouvés, ils sont immédiatement bien entendus. Donc ils ont vraiment une relation et puis ils restent en contact dans la ligue depuis que les deux sont arrivés. Ils n'allaient pas se croiser sur les bancs de la fac. Non, c'est clairement. Et LeBron avait déjà un rôle de grand frère avec lui à son arrivée dans la ligue parce que LeBron, il a quand même pour lui d'avoir toujours eu de l'avance. Voilà, ça a toujours été un daron. Et le timing, bref, il est bon puisque les Cavs manquent de shooters à cette époque
époque-là. Signer quand même J.R. Smith à l'époque, ça reste un petit risque. Alors il arrive avec Iman Shumpert des Knicks, qui est un joueur beaucoup plus stable aussi. Donc quelque part, il y a un mec de New York stable qui vient avec lui. Et je pense que le trade de New York, je pense qu'il avait la belle vie à New York. Hein. Ouais. Ça débordait pas d'ambition. C'était pas une équipe qui jouait le titre. En tout cas. Dans les faits, et je pense que lui il avait sa meilleure vie en fait, un peu branleur, New York, j'imagine qu'il devait avoir un lifestyle quand même plutôt confortable, et puis il avait cette carte blanche en sortie de banc. Là t'arrives à Cleveland avec LeBron, la donne elle change, mon gars, on est là pour retourner en finale et pour gagner le titre. Et là, quelque part, ça va être pour moi son basket le plus abouti de sa carrière, parce qu'il va devenir un très bon défenseur, et puis on va le voir faire des gros matchs de play-off, et ça va être un vrai soldat de LeBron. En fait, c'est fou parce que si tu commences la NBA plus tard, tu te dis que J.R. Smith a toujours été un Swendy, mais en fait il l'est devenu à Cleveland. Il l'était pas du tout avant. Ah non, avant c'était un fluide, enfin c'était un talentueux scoreur, mais non. Ultra scoreur, Thomas me rajoute aussi sur mes fiches que les Knicks ont fait un cadeau aux Cavs avec ce trade. À l'époque on trouvait tous ça abusé. T'inquiète pas, je confirme. Je confirme. Il va donc avoir ce titre exceptionnel de 2016 où il va jouer 35 minutes en moyenne quand même sur le run. Il va devenir titulaire quand même de l'équipe. Lui qui était 6e homme, il redevient titulaire, et on l'envoyait aussi défendre sur les meilleurs joueurs adverses. Mais oui, non mais l'arrivée de J.R. Smith, elle amène une profondeur à cette équipe-là dont il manquait. Et il se met à défendre, il met des tirs importantissimes. Je me souviens d'une série face à Chicago où il relance à lui tout seul complètement une rencontre parce qu'il prend un coup de feu dans le 4e quart-temps. Chaque fois que J.R. Smith était bon et adroit en attaque, sachant qu'il faisait tout le temps les minima défensifs désormais, les Cavs s'en sortaient souvent. Donc il avait un vrai impact dans cette équipe-là. Il était un game changer de toute façon de cette équipe. Oui. Et ils vont gagner donc ce titre évidemment mythique de 2016. 2017, ils vont perdre en finale. Et l'aventure des Cavs, la plus belle de sa carrière, elle va se terminer d'une manière un peu tragique. Game 1 de 2018, c'est la fin du match. Il y a George Hill qui est sur la ligne, +1 pour les Warriors. Il met un premier lancer franc, il rate le deuxième. J.R. Smith fait un rebond offensif exceptionnel, quand même faut le noter. Il chope le rebond, il a l'occasion donc de remonter et de donner la victoire aux Cavs. Ils ont la balle de match. Voilà, ils ont la balle de match et il reste vraiment très peu de temps. Et lui, plutôt que shooter, il va remonter la balle, et il y a cette image avec LeBron qui lui montre l'horloge et qui lui dit shoot, et en fait il va même pas avoir le temps. Il pense que les Cavs sont à +1. Voilà. Ce qui est fou à ce niveau-là. Ce qui est fou à ce niveau-là. Et quand on connaît le personnage, son passif, évidemment le fait de dire que il a pas les fils qui se touchent, qu'il a pas la lumière à tous les étages, là ça va y aller bon train, et nous les premiers. Mais c'est pas la première fois que ça arrive dans la ligue. Derek Harper, qui était un meneur de jeu à l'époque à Dallas en 84, qui a ensuite fait des finales notamment avec les Knicks, qui était un mec quand même un cerveau, a fait la même chose face aux Lakers de Magic Johnson. Il croit qu'il reste 6 secondes, il a la balle dans les mains, il croit ils sont à +1, il est là, il temporise avec Magic Johnson qui est là, il fait mais qu'est-ce qu'il fait, le chrono s'arrête, il court vers son banc pour célébrer en 84, et c'est Derek Harper, c'était un joueur. Le problème, c'est que Derek Harper, il n'avait pas le passif de J.R. Smith, et que là, J.R. Smith, ça va être très dur pour lui. Parce qu'il perd le match en prolongation. On n'oublie pas quand même que George Hill rate un lancer, il a quand même la balle de match sur la ligne, et derrière, ça va être très dur pour J.R. Smith sur ces finales-là de reprendre un petit peu le dessus. Et même pour la suite de sa carrière, ça va être très compliqué. C'est très compliqué pour lui, et honnêtement, avec le recul, ça m'a fait de la peine, parce qu'il a vraiment, du coup, a quasiment définitivement été stampé d'une étiquette de joueur idiot, quoi. En fait j'écoutais le podcast et on lui pose la question, il fait mais je savais que ça pouvait pas arriver maintenant, pas en finale, non. Et je pense que ce qui va aider J.R. Smith vis-à-vis de LeBron, c'est que LeBron il va dire, parce que quand J.R. Smith prend le rebond off, il leur reste un temps mort aux Cavs. Et Tyronn Lue, il prend pas temps mort. Non. Et quand LeBron James, au petit temps mort avant la prolongation, il dit mais il nous restait un temps mort. Et là, il se prend les deux mains. Je pense qu'il est plus fou du fait que Tyronn Lue ne prenne pas un temps mort que plutôt que J.R. Smith et se soit trompé dans le score. Mais donc je pense que ça va certainement aussi aider LeBron à aller vers J.R. Smith, même s'il s'aime bien depuis longtemps, mais la véritable... C'est pour ça qu'entre George Hill qui rate un lancer franc sur 2, entre Tyronn Lue et son staff qui prennent pas temps mort, et J.R. Smith qui fait ça,
tout le monde a regardé sur J.R. Smith, mais il y a beaucoup d'erreurs dans cette fin de match. En fait, c'est les réseaux sociaux aussi. Vu que c'est devenu un mème, quand même, l'image de LeBron. Double team, on est là aussi pour rétablir la vérité. Pour après coup avoir un regard avec d'autres éléments. Finalement, le projet des Cavs va exploser puisque LeBron va s'en aller après 4 finales. Il va jouer quand même 4 finales avec les Cavs, hein, J.R. Smith. Et la saison suivante, il a 33 ans et il accuse Cleveland de tanker et de le mettre de côté. Ils le font pas jouer. Finalement, ils vont signer un buyout. Il jouera une dernière saison avec les Lakers, donc toujours avec LeBron, la fameuse saison sous Covid à la bulle. Son rôle, il est vraiment mineur, mais il va aller chercher un deuxième titre en carrière et une 5e finale et quand même montrer que c'est une carrière de grand bonhomme. C'est une belle carrière NBA. Ouais. 5 finales, 2 titres, dans un titre individuel de 6e homme de l'année. Voilà, des highlights incroyables. Et je te dis, moi, dans ces 5 finales-là qu'il a avec les Cavs, quand on parle de cette époque-là des Cavs qui vont en finale chaque année, face aux Warriors, J.R. Smith, il a un vrai rôle. Et pas qu'en finale, hein, dans tous les runs de playoffs qu'ils ont juste avant d'arriver à ce niveau-là de la compétition. Donc non, il va gagner un 2e titre. C'est un peu anecdotique. Parce qu'il a un rôle mineur, de vétéran, mais quel vétéran c'est voilà, ça, exactement, mais en tout cas s'il est là, c'est que faut pas croire qu'en NBA il signe des vétérans comme ça pour rien, c'est que quelque part, voilà, le fait qu'il finisse avec un titre comme ça avec les Lakers, tant mieux pour lui et ça grandit un petit peu son palmarès. J'ai pas l'impression qu'il ait volé ce titre. Non, finalement sa carrière elle s'arrêtera là. En plus, lui disait qu'il pouvait encore jouer, mais les équipes NBA n'étaient pas forcément d'accord. Donc il fait 16 ans NBA, 2 titres de champion, 5 finales, 1 titre de 6e homme de l'année. C'est un ultra talentueux, certes. Après, il avait pas non plus l'âme de leader. C'est jamais quelqu'un, on s'est dit, comme on peut se poser la question des fois avec Jaylen Brown, en se disant, ah, mais lui, il aurait pu être numéro 1 dans une franchise, ou en se disant, d'autres qui sont numéro 2, peut-être qu'il pourrait être go-to guy. Ouais, tu t'es jamais on s'est jamais posé cette question-là avec J.R. Smith. Un ultra talentueux individuellement, mais je pense qu'il a, je sais pas, j'en suis sûr, hein, qu'il n'avait pas les qualités d'être un numéro 1, ni même un numéro 2. Il a jamais été numéro 2 non plus dans une équipe. C'était de la dynamite que tu sortais du banc, ça explosait, et ensuite à ça, il a rajouté quand même des attitudes défensives avec les Cavs dans ce qui a été la période de sa carrière la plus ambitieuse, quoi. Ouais. Et après sa carrière, il va à la fac. Ça, c'est quand même incroyable. Il va à North Carolina. Alors, c'est North Carolina A&T State University. Ouais, faut être précis quand même, c'est pas la même. Il devient même membre de l'équipe de golf où il marque les esprits. Donc ça, Thomas, il voulait vraiment que je le place. Donc c'était important. Thomas qui est actuellement un nouveau golfeur. Cette fin-là, c'est pas si anecdotique que ça. Moi, le fait qu'il retourne à la fac, qu'il passe ses diplômes, que ça se sache, hein, parce que dans les médias, tout se sait, j'aime bien. J'aime bien cette fin autour de J.R. Smith. C'est quelque part à sa manière, parce que quand il y a des choses que tu peux pas changer. L'accident avec son meilleur ami, le choix terrible du match 1 en 2017, de faire ça où tout le monde va te pointer du doigt en disant que tu es un citron. Je trouve que, à sa manière, il a pu amener une autre réponse en disant j'ai mûri, j'ai grandi et regardez, je passe des diplômes. Et je trouve qu'elle est cool, cette fin ce dernier message en tant que joueur de J.R. Smith, de nous envoyer ça. Et quelque part, c'est aussi le point final d'un mec qu'on a vu arriver avec beaucoup de talent sans passer par la fac, donc très jeune en NBA, qui était un vrai branleur dans l'attitude et qui finit par se dire 15 ans, un peu plus peut-être après, de dire je vais à la fac parce que je veux passer des diplômes. Je trouve qu'elle est très cool, cette histoire de J.R. Smith. C'est pour ça que ça méritait largement un double team. Et il va être aussi père de famille. Il va construire une famille. À ce qui paraît. Donc on se termine comme d'habitude. C'est quoi pour toi son meilleur match ou son match en tout cas le plus marquant? J'ai pas envie d'aller sur ces cartons, parce que en fait, ces cartons sont souvent liés à des défaites, les 10-3 points notamment face à Miami, ils perdent. Je me souviens aussi il avait mis 45 points avec Denver en sortie de banc. Mais moi, c'est un match de playoff face à Chicago. Alors, j'ai pas bien fait mes devoirs. J'ai pas complètement tout. On lui mettra ses stats à côté. C'était en demi-finale de conf. Mais là, il prend un grand coup de chaud pour relancer son équipe. Et il y avait que lui qui était capable de faire ça à ce moment-là. Tu l'associes à quel joueur en premier, Melo ou LeBron? Ou un autre, hein, mais bon. LeBron James. Ouais, quand même, LeBron. À quel coach? Tyronn Lue. Et à quelle franchise, du coup? New York. Les Cavs, par rapport à tout ce que je viens de dire, mais pour le sérieux et pour le côté on joue le titre et on joue pour gagner.
Mais New York, parce que quelque part, cette ville, cette effervescence, et lui, ce qu'il a amené à cette salle-là, cette folie, elle était incroyable, quoi. Mais je l'associe plus à la ville, il y a l'euphorie de New York qu'à l'équipe, au coach de l'époque, ou à ce que proposaient les Knicks. Je sais pas si je suis assez clair. Si, si, c'était plutôt clair. Voilà, en tout cas, on a fait le tour. Vous nous dites d'ailleurs dans les commentaires, vous, quel est votre moment marquant de J.R. Smith, et puis nous, on a fait le tour de sa carrière. On a fait un beau 360. Ouais, voilà. je suis content. C'est vraiment des joueurs coup de cœur, des joueurs frissons, attachants, comme on appelle ça dans le foot, mais c'est un mec attachant. Alors certains, bien pensants, nous diront toujours qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, mais je trouve que son histoire, elle est cool, en fait. Elle est cool. Et au final, on en revient toujours que quand t'es un branleur, au bout d'un moment, faut changer, ou alors tu te perds. Et lui, quelque part, il a su changer pour ne pas se perdre. Et puis quand t'es un personnage comme ça, on ferait pas des double teams sur des joueurs de rotation si tu n'es pas un personnage. On a fait Dennis Rodman avec Wax, mais sinon on fait surtout des numéros 1 d'équipe. C'est vrai. Donc c'est bien que tu as marqué la ligue par quelque chose, et ça peut être par évidemment ton rôle, mais ça peut être tout ce que tu amènes aussi, ton aura, tout ça. Donc voilà. C'était un personnage. Voilà, c'était un personnage. En tout cas, merci Erwan de m'avoir accompagné. Tu étais très bon comme d'habitude. Et puis double team, ça continue, vous le savez. À chaque vacances, on va aller sur des joueurs. Là, on vous a donné Dennis Rodman et J.R. Smith. N'hésitez pas à dire en commentaire quel joueur vous voulez voir dans double team. Et on vous souhaite encore de bonnes fins de vacances de Noël.